Eh bien, bonjour, Marc-Alphonse Forget, président de la Société d'archéologie et d'histoire du département de la Manche, en mon nom, au nom de notre conseil d'administration, de nos présidents de section, de leur conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à nos adhérents, bienvenue aux sociétés et associations amies. Comme nous vous l'avions annoncé et à la demande de très nombreux adhérents, malgré la reprise des conférences en présentiel, nous avons décidé de maintenir des visioconférences. Nous vous en proposerons une chaque trimestre. La prochaine aura donc lieu au mois de mai. Nous espérons bien sûr que cette année 2022 va pouvoir marquer un retour à la normale. En tout cas, pour cette année 2022, nous avons d'ores et déjà un programme d'activités bien rempli. Nos sections vont vous proposer entre 25 et 30 conférences, auxquelles s'ajouteront une dizaine de sorties. Au niveau de la société, nous devrions pouvoir éditer 2 ouvrages. En avril, l'histoire économique du département de la Manche de la fin du Moyen-Âge au milieu du XIXe siècle, ouvrage réalisé par François Vulliot, membre de notre société, et à la rentrée de septembre, L'Aigle de Gueule, un survol au-dessus du temps, histoire, généalogie et évolution d'une famille normande pendant près d'un millénaire, les de Mons du XIIe au XXIe siècle, ouvrage rédigé par Rodolphe de Mons. Lorsque vous visionnerez cette visioconférence, vous aurez reçu le premier fascicule de la Revue de la Manche, et puis, en collaboration étroite avec les archives départementales, nous préparons notre grand colloque « Soigner, être soigné » dans la Manche et en Normandie, du Moyen-Âge à nos jours. Il se déroulera sur 4 jours, les 23, 24, 25 et 26 novembre. Il y aura une trentaine de communications et début avril, nous pourrons vous adresser le programme. Enfin, je vous rappelle que le 19 mars à 14h45 aux archives départementales, nous tiendrons notre Assemblée générale 2022. Assemblée particulière et importante cette année, il s'agira de ce qu'on appelle une Assemblée générale mixte, comprenant une Assemblée générale extraordinaire pour la modification de nos statuts et l'Assemblée générale ordinaire. Pour l'Assemblée générale extraordinaire, nous devons réunir un quorum élevé. 75% des adhérents présents ou représentés. Nombre d'entre vous avaient déjà retourné leur pouvoir. Si vous savez que vous ne pourrez pas assister physiquement à cette Assemblée générale extraordinaire, et si vous ne l'avez déjà fait, retournez-nous votre pouvoir. Vous pouvez aussi nous adresser un mail à shmmanche@free.fr. Nous avons vraiment besoin de votre concours pour réussir à valider cette Assemblée générale extraordinaire. Par avance, au nom de notre conseil d'administration, je vous en remercie. Nous voici donc aujourd'hui réunis pour cette nouvelle visioconférence. Et c'est avec un très grand plaisir que j'accueille Sylvienne Piet, qui va nous parler du varech, l'or noir de nos côtes. Sylvaine est guide conférencier national, elle est également médiateur du patrimoine, et tout au long de l'année, le dimanche, elle propose des visites dans différents lieux du département, voire hors département. Généralement, chaque visite comprend un édifice religieux et un bâti civil, et c'est vraiment l'occasion de visiter des lieux souvent fermés, non ouverts au public. Ce sont des visites extrêmement intéressantes, passionnantes, interactives, très conviviales. Vous pouvez aller sur le site de Sylvaine, Écritoire. Je vous en donne les coordonnées et vous les retrouverez bien sûr sur le visuel de la conférence. Donc le site c'est Écritoire, plus exactement patrimoine.écritoire@hotmail.com. Je répète, patrimoine.écritoire@hotmail.com. Aujourd'hui, Sylvaine va donc nous parler du varech, cet or noir de nos côtes.
Elle aborde le sujet par la confusion entre le droit de varech dans le grand coutumier et la récolte de la plante du même nom, ceci dans la Hague et le Val de Serre, engrais et production de soude. Je vais donc passer le relais à Sylvaine et nous nous retrouverons en fin de conférence pour faire une synthèse. Merci Marc. Bonjour à tous, donc je ne me présente pas puisque Marc a eu la gentillesse de le faire précédemment. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de ce que l'on appelle le varech, cette plante communément récoltée sur nos côtes, à savoir qu'auparavant, le varech était un droit qui figure dans d'anciens livres que l'on a cités précédemment, donc le grand coutumier, mais nous allons y revenir tout au long de dans la première partie de cette conférence. De l'usage du varech pour engraisser les terres, pour produire de la soude et pour faire la guerre. Donc la première partie de la conférence va être plus axée effectivement sur le droit coutumier et donc la récolte du varech. Ensuite, nous allons parler de cette activité qui a été très importante au XVIIe siècle notamment, donc la production de soude par rapport à la manufacture royale qui était Entour-la-Ville et qui est devenue la glacerie ensuite. Et puis pour finir, ce côté un petit peu anecdotique donc de cette guerre autour du varech dans 3 communes, donc Flamanville, Siouville et Tréauville, qui se sont affrontées, la population s'est affrontée justement pour pouvoir avoir la possibilité de couper le varech sur les rochers. Et je ne vous explique pas tout, ce sera la suite. Et donc la dernière partie de notre présentation. Donc, pour commencer, je voulais faire un petit peu un état des lieux en ce qui concerne la Normandie et vous expliquer que le varech est important parce que les côtes normandes le sont et qu'on a à peu près 450 km de côtes en Normandie. Donc j'ai pu, grâce au service historique de la marine de Cherbourg, pouvoir copier, photographier cette carte qu'on a mis gentiment à disposition. Donc effectivement, le fond iconographique, c'est le service historique de la marine de Cherbourg. Et je n'ai pris que en fait la Manche, parce que effectivement, le varech, ça concerne aussi la Bretagne, mais donc nous, on va rester dans le département pour vous montrer le pourtour de la Manche et savoir que tout autour, toute cette frontière entre la terre et la mer, est concernée justement par la récolte du varech. Donc ce document, si vous voulez le voir, il est visible au service historique de la marine de Cherbourg et l'on constate effectivement, en le voyant, la vocation maritime de la Normandie par son ouverture sur l'océan et ses kilomètres de côte. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette situation géographique a permis forcément aux nombreux colons d'influencer la région, notamment à partir du IXe siècle avec les invasions scandinaves. Les Vikings étaient des navigateurs hors pair, ce qui leur a permis de porter des attaques loin de leur terre d'origine. Ici, donc, vous avez une gravure sur bois qui a été réalisée à partir d'un tableau d'Oscar Wegeland, qui était un peintre du XIXe siècle, début XXe siècle. Et donc on illustre par cette gravure les expéditions, et notamment vers la France ou autres destinations. Et ces expéditions, forcément, vont avoir une très grande influence sur notre département, mais c'est important aussi de comprendre qu'il va y avoir un savoir-faire qui va donc rester, ce savoir-faire norrois en matière de pêche et de navigation. Cette patte scandinave que nous retrouvons dans l'ancien droit normand, mais aussi dans la toponymie et aussi dans le patois. Donc on a vraiment cette patte scandinave qui reste encore aujourd'hui et qui nous apporte tout un tas d'informations par rapport à des constructions de toponymes, par rapport à des lieux, par rapport à des savoir-faire qui sont encore tout à fait réels aujourd'hui.
Lucien Musset, que l'on connaît bien, dans les apports scandinaves dans le plus ancien droit normand, donc en 1976, va nous apporter des informations sur l'étymologie du mot varek. Ce mot, varek, il est d'origine scandinave. Il s'agit de vreki, donc je voulais noter comme il est orthographié. La vue que vous avez derrière, c'est une photographie que j'ai prise à Dielette. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin bon, il faisait très beau ce jour-là et donc j'en ai profité pour faire quelques photographies. Donc, vreki. En vieux danois, vrek, et par glissement au XIe siècle, veresk ou verek. Et c'est vraiment ce qui est apporté par les vagues. Le varek, c'est donc une épave de mer. Ce que l'on appelle droit de varek est donc le droit d'épave. Dès le XIIIe siècle, on reconnaît aux seigneurs fonciers possédant un fief bordant la mer la possibilité de devenir propriétaire selon des conditions établies dans le grand coutumier de Normandie, des choses qui vont être jetées sur le rivage et qui bordent leurs terres. Le droit de varek s'applique quel que soit l'état noble ou roturier du propriétaire du fief. Il faut savoir que ce droit est inaliénable. Il est reconnu d'abord par le duc, puis le roi, après le rattachement de la Normandie à la France en 1204. Donc, la Normandie du Moyen-Âge est un pays de 3 coutumiers. Donc, on a plusieurs droits, Je vous ai mis une petite carte postale, je l'avais oubliée, de Barfleur, effectivement, avec cette récolte du varek. Je suis désolée. C'est bon. Voilà. Donc, des cartes postales qui nous montrent effectivement la récolte du varek, mais dans des temps beaucoup plus avancés que ce dont je vous parle actuellement. On a dans le fond, pour ceux qui connaissent un petit peu Barfleur, on remarque l'église qui est tout à fait particulière et qui paraît complètement excentrée aujourd'hui alors qu'elle était dans le cœur du village au Moyen-Âge. Donc, cette petite vue pour nous agrémenter en ce qui concerne la récolte du varek. Donc, la Normandie du Moyen-Âge est un pays de droit coutumier. Et des grands coutumiers vont être refondus, réadaptés, où sont consignés donc les droits concernant, entre autres personnes, la population du littoral. Il faut savoir que ces textes vont être consultés en Normandie jusqu'à la Révolution française. Donc on a plusieurs coutumiers, donc je vais vous en donner des dates pour ce qui est connu. Donc le premier coutumier, il est rédigé avant la conquête de Philippe Auguste, en 1204, à la toute fin du XIIe siècle. Un second coutumier est rédigé entre 1218 et 1223, et il est rédigé dans la région de Bayeux. Ces deux anciens coutumiers vont former le très ancien coutumier, qui est une fusion en fait des deux. Un autre coutumier va apparaître en 1254. Et ensuite, je vous ai donc trouvé sur la Bibliothèque nationale de France, dans le département des manuscrits, cette vue du coutumier qui a été rédigé par Guillaume Chaput, donc 1326-1375, et ce grand coutumier, il est rédigé en vers. D'accord ? Il est conservé donc à la Bibliothèque nationale de France, au département des manuscrits. La présentation est en écriture gothique. La décoration est de style parisien. Les initiales sont enluminées ou historiées. Sachez que la reliure du manuscrit est en maroquin rouge à motifs floraux. Sa tranche est dorée et il figure une estampille de la bibliothèque royale. Donc,
Cette partie que vous avez sous les yeux est une partie de présentation qui, elle, est rédigée en prose. Et tout le manuscrit, tout ce coutumier donc, de Guillaume Chaput, lui, a cette particularité d'être rédigé en vers. Donc c'est un très bel ouvrage, très joliment orné, comme vous pouvez le constater, et donc je voulais le partager avec vous. Ensuite, on a un autre grand coutumier qui est un petit peu plus austère, on va dire. Celui-là, c'est le grand coutumier de 1539 et qui est rédigé par Guillaume Le Rouillé. Et quand on agrandit cette vue, il est marqué « très utile et très profitable à tous les praticiens ». Donc, au fil du temps, le grand coutumier va subir des corrections afin d'enlever ce qui est obsolète et on va y intégrer de nouveaux éléments. Le coutumier de 1589 va consacrer 7 articles au droit de Varech. Il définit la pratique tout à fait originale comme spécificité féodale normande. Il faut noter que le territoire normand est le premier à se doter d'un recueil de coutumes. Le mot varech donc, est un terme utilisé depuis fort longtemps en Normandie pour désigner un droit appartenant à tout possesseur de fief situé sur les côtes de la mer. Le droit de varech, selon la coutume, est un droit incontestablement seigneurial, mais il est soumis à des conditions. Et c'est là que ça se complique un petit peu. Selon la coutume, si les débris du naufrage sont restés dans la mer à une distance plus ou moins grande que celle fixée par la dite coutume, ou si le seigneur ou d'autres personnes qui, par leur travail ou leur industrie, ont fait conduire des débris sur la grève, il n'y a pas ouverture du droit de varech. C'est alors le droit de naufrage qui s'exprime et c'est le droit du roi qui s'exerce alors puisque lui appartient le domaine des mers qui baigne son royaume. Alors toute la difficulté, c'est de savoir où s'arrêtent les terres du seigneur, où commence le droit du roi. Donc du coup, on est un petit peu, il y a des confusions qui se sont faites par rapport à ça. La coutume donne droit de varech aux choses portées à terre et qui sont hors de l'eau, mais aussi celles qui en sont encore environnées, pourvu qu'un homme à cheval puisse y toucher avec sa lance. Donc vous comprenez que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver, mais ça fait partie effectivement de cette coutume dont nous parlons. Le varech est alors en dépôt chez le seigneur pendant une période de 1 an et 1 jour. Pendant celle-ci, 6 personnes prouvant qu'elle en est propriétaire ne se présentent et le réclament, ce varech va appartenir au dit seigneur. Ce dépôt faisait l'objet d'un procès verbal car il était fait défense aux seigneurs de faire transporter en leur maison les choses échouées avant l'arrivée d'officiers de l'amirauté. Mais quand on lit plusieurs petits textes, notamment au service historique de la marine, on se rend compte que quand cette situation arrivait, les seigneurs faisaient bien vite le tri et emportaient bien vite ce qui les intéressait avant que les officiers de l'amirauté ne viennent et dressent procès verbal. Donc il y avait quand même un petit peu de flottement à ce sujet. En ce qui concerne les denrées fongibles, elles étaient vendues et le bénéfice de la vente, lui aussi, était préservé jusqu'à l'échéance de 1 an et 1 jour. Le roi
alors là c'est amusant, le roi garde les objets nobles qui sont exclus du droit de varech, comme l'or, l'argent, les animaux de guerre, les chiens de chasse, les oiseaux des îles ou de fauconnerie, les pierres précieuses, les fourrures et autres soies. Donc, le droit normand est une spécificité aux caractères originaux qui est systématisée, ça c'est important, depuis le XIIIe siècle. Mais celle-ci est menacée à plusieurs reprises par la puissance royale. Et c'est dans ce contexte particulier qu'intervient la grande ordonnance de la marine de 1681. Le Parlement de Rouen refuse d'enregistrer les lettres patentes du roi. Face à ce refus, il déclare qu'il n'entend pas faire préjudice au droit de varech attribué aux seigneurs voisins de la mer. Parce que c'est vrai qu'il y avait une vraie chasse gardée, en fait, en ce qui concerne cette tradition sur le varech. Hein, et que pour pouvoir légiférer, pour pouvoir déjà ordonner puis légiférer, il a fallu effectivement écrire quelque chose. Donc c'est cette ordonnance de la marine qui était censée, donc au XVIIe siècle, mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Sauf que les Normands ne se sont pas trop occupés de cette ordonnance, pour certains si, mais ont continué à agir selon la coutume du grand coutumier. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on va, malgré toutes les ordonnances et tous les changements en ce qui concerne le pouvoir royal, on va continuer à appliquer jusqu'à la Révolution française cette tradition ancrée dans le grand coutumier ici en Normandie. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de très précis et très comment... Bon, le mot m'échappe, très ancré, on va dire, dans la tradition normande. De l'ordonnance de la marine émanent des sanctions qui sont implacables. Alors, notamment en ce qui concerne les naufrageurs. Alors ça, c'est quelque chose de terrible qui s'est passé dans une période assez lointaine, on va dire. Et on a beaucoup de faits qui sont consignés, notamment en Bretagne, où l'on nous raconte des choses absolument abominables qui se sont passées lors de ces naufrages qui étaient en fait calculés. Pas de la part de ceux qui étaient naufragés, mais de la part de ce que l'on appelle des naufrageurs. Alors, l'ordonnance de la marine va essayer aussi de réglementer tout ça. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que des personnes mal intentionnées, là je vous ai mis donc un tableau qui illustre en fait cette activité. Vous aviez donc des personnes mal intentionnées qui allumaient des feux sur la grève pour pouvoir attirer les bateaux sur les rochers, et les rochers venaient s'abîmer en fait sur ces rochers, et donc il y avait naufrage. Et on malmenait véritablement les personnes qui étaient à bord de ces bateaux quand on ne les tuait pas, pour récupérer la cargaison, pour récupérer les bijoux que portaient certaines femmes, enfin voilà. Donc on a des récits qui sont vraiment très, très impressionnants de violence qui se sont déroulés donc, à cause de cette activité, de cette industrie des naufrageurs. On a même quelques gravures qui montrent qu'en fait, on mettait entre les cornes des bestiaux des lumières, enfin des bougies protégées pour que forcément elles ne s'éteignent pas. Donc on faisait se promener les bestiaux comme ça sur la grève, et du coup en fait ça attirait les bateaux sur les rochers. Hein. Donc il y a eu quand même des cas assez violents qui ont été relatés.
Alors l'ordonnance de la marine, eh bien voilà, elle va essayer aussi de réglementer tout ça. Donc cette ordonnance menace de mort tout seigneur ayant par des moyens délictueux la force ou les feux trompeurs attiré des navires dans des zones dangereuses afin de les faire s'échouer. Donc, je vous ai donc mis cette illustration plus une qui va suivre. Donc, sur le thème des naufrageurs, c'est un thème qui a beaucoup inspiré aussi en ce qui concerne la peinture, en ce qui concerne le dessin. C'est un thème qui est assez récurrent et que l'on retrouve beaucoup dans la peinture. C'est quelque chose qui a beaucoup inspiré et qui se décline avec plusieurs supports. On retrouve bien cette thématique dans la peinture et dans le dessin. Donc ça, c'est un visuel qui a été réalisé pour un livre qui s'appelle Pirates, au pluriel, qui est paru aux éditions Mango et qui a été récompensé par le premier prix au 30e Festival mondial de l'image d'Antibes, Juan-les-Pins, en 2003. L'auteur de ce visuel est Richard Roussel, qui travaille dans un esprit de l'école française du XIXe siècle. C'est un support papier et une peinture acrylique. Hein, c'est aussi ça le très beau côté justement de ce dessin, c'est qu'on a une peinture acrylique, hein, ce qui est quand même un autre travail qu'une huile, hein, et du coup on a quand même un rendu qui est absolument magnifique, avec des ombres, des lumières, le feu, hein, donc cette couleur jaune qui se détache du reste, et puis ce bateau en perdition, ces personnes qui attendent justement que le bateau s'échoue. Et ce petit visuel que j'ai trouvé absolument charmant, qui est en fait qui a été créé pour un jeu de plateau. Ce jeu est réalisé sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, et il est conçu en bois pour une petite entreprise, et cette petite entreprise s'appelle À toi de jouer. Mais jouer, J-O-U-H-E-T, c'est le nom d'une petite commune. Donc la vérité, par contre, elle est plus grave avec l'article 45 de l'ordonnance de la marine. L'article 45, je vous le lis. Ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans des lieux périlleux pour y attirer et faire perdre les navires seront punis de mort et leurs corps attachés à un mât planté au lieu où ils auront fait les feux. Donc vous voyez que c'est pris très très au sérieux cette affaire, hein, et donc on va essayer de légiférer vraiment sur ce problème des naufrageurs qui a été un réel problème et qui est aussi à la base d'un petit musée en Bretagne où on parle de ces naufrageurs, on parle de la piraterie, on parle des corsaires, voilà, hein. C'est un petit peu plus ludique, c'est un peu moins grave, mais en tous les cas, on en parle, hein, donc c'est important aussi. Alors, le glissement du vocabulaire va concerner la plante marine, donc cette algue que nous connaissons. Donc au tout début, on a ce varech, hein, qui veut dire ce qui est ramené par les vagues, et donc qui va être à la base d'articles dans ce droit coutumier avec toutes les évolutions que l'on a citées au fil des années, au fil des siècles, et puis qui va aussi faire la base d'une législation. Et puis on a aussi donc le varech qui est une algue. Donc c'est un glissement, on va dire, dans le vocabulaire qui concerne la plante marine. Dans ce cas, on va distinguer le varech de coupe, qui sert à engraisser les terres, et le varech épave. Et quand on dit varech épave, en fait, on fait un pléonasme,
puisque l'épave, c'est quelque chose qui va être rejeté par les vagues, et que dans son étymologie, varech, ça veut dire cela aussi. Hein. Donc le varech épave, hein, descendre en haut, monter en bas, c'est un petit peu la même chose, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on fait la distinction entre les deux. Donc ce varech épave, eh bien, c'est celui qui va servir effectivement pour engraisser et pour la soude, mais on va faire la distinction véritablement tout à l'heure. Donc, dans un dictionnaire normand-français, on trouve vrai. Alors, vrai, V-R-E, qui est le terme général pour distinguer l'ensemble des algues. On a le vrai scié, qui est le varech qui est récolté sur pied à l'aide d'une petite faucille que l'on appelle en patois normand faucillum, pardon, F-A accent circonflexe O-C-I-2-L-O-U-N. Et on a le vrai vénum, qui est le varech rejeté par la mer sur le rivage. C'est le varech épave qui, en fait, est un pléonasme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, ce recueil de planches sur les sciences et les arts, je vous l'ai mis juste en haut, donc Dictionnaire des sciences, planche avec la cote, hein, donc je l'ai trouvé aussi au service historique de la marine à Cherbourg, donc dans la bibliothèque. Et donc on a ce recueil qui va nous parler effectivement de tout un tas de choses, c'est extraordinaire, il y a plusieurs tomes, il y a énormément de choses, on parle des sciences, des arts libéraux, des arts mécaniques, en fait de tout. C'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Donc dans ce dictionnaire, nous avons cette planche. Et ça, c'est fabuleux. Alors, je vais reprendre effectivement cette planche devant moi parce que les chiffres sont à peine visibles sur la photographie que j'en ai faite. Et donc, du coup, pour ne pas me tromper, je préfère avoir la planche juste à côté de moi. Donc, on a les 4 différentes espèces de varech ou fucus. Alors, la figure 1, qui est celle-ci. Je ne sais pas si ma petite souris... Voilà, vous la voyez? Donc cette figure 1, c'est le varech dit à millefeuille. Il est mince, souple, d'une couleur rouge, d'une substance membraneuse. La figure, le varech 2, on va dire, donc celui-là, eh bien, il représente aussi un varech dont la substance est membraneuse. Ses rameaux sont épais, arrondis, un peu anguleux. Pendant sa croissance, il prend l'apparence d'une fourche. Sa couleur est brun noirâtre. La figure 3, que nous avons juste ici au-dessous, c'est un varech mince et aplati. Il a quelquefois, nous dit-on, un demi-pied de longueur, sa couleur est brun rougeâtre. Et pour finir, nous avons la figure 4, donc celle-ci, bien sûr, puisque c'est la dernière. On remarque un varech très mince, d'une couleur mêlée de rouge et de brun. Alors effectivement, sur la photographie, on ne peut pas du tout voir les couleurs puisque ça n'a pas été peint. Ça n'a pas été reproduit sur la planche. Il a quelques ressemblances avec, nous dit-on, la paume de la main, ce qui le fait nommer varech digité. Et j'ai bien aimé le petit commentaire qui était donc attenant à cette planche. Il était noté « Les Irlandois mangent cette espèce ». Donc celui-là, la dernière figure que nous avons vue. Donc on se sert des varechs pour faire les soudes, nous dit-on aussi. Donc ce grand varech, il est toujours immergé jusqu'à ce qu'il soit arraché par les mouvements de la mer qui le rejette, souvent au cours des tempêtes. Ces laminaires sont réputés plus riches pour l'obtention de la soude. Le petit varech, lui, quant à lui, est accroché au rocher du littoral qui découvre à marée basse. Il est coupé sur pied à l'aide d'une petite faucille. Voilà la petite faucille. Alors,
pour revenir jusqu'à la vue d'avant, c'est donc ce titre 10 dont je vous ai parlé par rapport à cette législation autour de la coupe du varech. Donc, il est noté, les habitants des paroisses situées sur les côtes de la mer s'assemblent le premier dimanche du mois. Tout ça, c'était vraiment très encadré. Donc, en fait, c'était à la population locale, par rapport à ce vrai scié, le petit varech, celui qui s'accroche sur le rocher et qui est coupé avec la petite faucille, dont je vais vous montrer une image tout de suite. Donc tout ça, c'est réglementé, mais en fait, c'était la population qui s'assemblait au sortir de la messe et qui profitait de ce rassemblement pour définir des temps de coupe pour pouvoir aller scier, ce vrai scier, pour pouvoir l'emmener, pour pouvoir faire de l'engrais pour les terres. D'accord ? Et en ce qui concerne cette tradition de discussion après l'office, lors de certaines visites d'église, j'ai pu faire visiter des endroits autour des églises qui sont même attenants, qui s'appellent des cactoires. Et du coup, en fait, dans ces petites maisons, enfin, une petite pièce attenante à l'église, mais qui ne correspond pas avec l'église, eh bien, les gens s'assemblaient pour parler, pour capter. Et donc, en fait, c'est aussi dans ces endroits que l'on prenait ces décisions par rapport à ces temps de coupe et ces rassemblements autour de la coupe du varech pour régler les jours auxquels devra finir la coupe de l'herbe appelée varech ou vrech, sar ou goémon, parce qu'en fait, le goémon, c'est plutôt en Bretagne qu'on va utiliser ce nom, croissant en mer à l'endroit de leur territoire. Donc en fait, on s'aperçoit aussi que ce titre 10, qui couvre en fait la totalité du royaume, eh bien, donne la possibilité d'avoir une spécificité par rapport à son territoire. Il est à noter aussi que déjà à l'époque, certaines personnes avaient pris en compte le moment de ponte aussi au niveau des animaux, enfin en ce qui concerne les animaux qui vivent dans la mer. D'accord ? Donc on prenait en compte justement cette période pour pouvoir laisser le temps aux œufs de grandir et de ne pas être arrachés, enfin tués, on va dire, au moment de l'arrachage de ces plantes. Donc, ils étaient déjà à l'écoute de cela, par rapport justement à la nature, par rapport à la faune, mais aussi par rapport aussi, et ça c'est peut-être un petit peu moins révélé, par rapport à la pollution. Et on en parlera tout à l'heure par rapport à la soude et la fumée. Alors, ce petit varech, il est accroché au rocher du littoral qui découvre à marée basse. Il est coupé sur pied à l'aide d'une petite faucille appelée donc le faucillum, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce varech va servir d'amendement car il est riche en potasse. Cette pratique va continuer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et on va en disposer dans les jardins et dans les champs. À savoir que traditionnellement, même après la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 60-70, on verra encore des agriculteurs aller chercher du varech pour engraisser leurs terres. Donc, ce titre 10 dont nous avons parlé précédemment réglemente la coupe du varech pour mettre fin aussi aux privilèges que s'étaient arrogés les seigneurs des paroisses du littoral. Donc au milieu du XVIIe siècle, juste pour une petite note, j'ai lu que Gilles de Gouberville consigne dans ses cahiers qu'il va faire charrier le vrai
de Bretteville, de Néville ou bien encore de Tour-la-Ville pour amender ces terres au Ménilova. Donc du coup, on a vraiment cette petite annotation que j'ai relevée puisque ça nous parle, hein, Gilles de Gouberville. Il y a un juriste éminent qui va commenter la Grande Ordonnance maritime de 1681. Son commentaire va faire autorité dans toute l'Europe jusqu'au XIXe siècle. C'est un monsieur qui s'appelait René Josué Vallin, donc 1695-1765. C'est un juriste français qui va faire donc ce commentaire de l'ordonnance de Louis XIV sur la marine. Et ce texte se constitue de décisions de justice, de règlements et d'ordonnances. Ce sont des documents qui donc vont régler effectivement l'activité maritime. On avait avant ce texte-là quelques documents qui réglaient cette activité, mais assez lointains, puisqu'il s'agissait des cartulaires de Charlemagne, donc ces actes législatifs comme le Littorum Custodia qui est rédigé sous l'Empire carolingien en 780. On avait les jugements d'Oléron qui ont été donnés par la reine Éléonore en 1152. Le consulat de la mer approuvé en 1250 par Louis IX. On a les ordonnances qui étaient relatives à l'amirauté faites à l'occasion des droits des amiraux et quand même une ordonnance en 1629. Ensuite, nous aurons donc ce texte donc de 1681. Mais ce qu'il faut comprendre, et je me répète, c'est que ces textes ne vont pas impacter véritablement la région normande, qui, elle, reste régie par son grand coutumier jusqu'à la Révolution. Donc en fait, il va se passer plein de choses autour, mais en région Normandie, avec cette activité maritime qui est donc consignée, on va dire, dans les grands coutumiers et qui est systématisée en fait depuis le XIIIe siècle, on va rester comme ça jusqu'à la Révolution et on va appliquer ce droit, même si on est presque hors la loi en fait. Dès le XVIIe siècle, le brûlage de Varech est attesté et devient un enjeu pour l'économie locale. Il est aussi, comme le note un médecin cherbourgeois en la personne de monsieur de la ville, un moyen de se chauffer ou une aide à la cuisine. Ces pauvres gens de la Hague, où le bois est fort rare, se servent de varech séché pour préparer les aliments. Cet or vert devient la base de toutes les convoitises et déchaîne à certaines occasions les passions. Colbert comprend aussi l'opportunité du littoral pour finaliser son projet, celui d'installer une manufacture loin de la capitale. Alors, Colbert, il est un petit peu en peine parce que les personnes qu'il a fait venir d'Italie, eh bien, ont la dent dure, on va dire, et donc font beaucoup de demandes par rapport à leur traitement. Bon. Donc ils deviennent vraiment un petit peu agaçants. Et puis, du coup, Colbert veut fuir un petit peu cette emprise et il veut absolument chercher un autre endroit dans le royaume qui serait propice à l'installation d'une manufacture royale en ce qui concerne une verrerie. Et il va se renseigner et il va opter pour un endroit qui est situé donc dans le nord Cotentin. À l'époque, c'est Tour-la-Ville. D'accord ? Le village de la glacerie viendra beaucoup plus tardivement. En fait, la glacerie, ce nom viendra de l'activité qu'on y faisait, c'est-à-dire de fabriquer des glaces.
d'accord? Mais au tout début, donc, c'est en Tour-la-Ville. Alors, on a tout ce qu'il faut. On a cette immense forêt de brie qui couvre à l'époque encore une grande superficie. On a la mer pour la production donc, de soude grâce au varech. On a les petites rivières ou fleuves côtiers qui sont là pour alimenter aussi au niveau des machines. Et surtout, on a une main-d'œuvre qui ne demande qu'à travailler sans être très demandeuse d'un grand salaire, on va dire. Ce qui n'était pas le cas des Vénitiens, dont il va se débarrasser. D'accord? Donc du coup, tout est parfait pour venir installer à Tour-la-Ville une manufacture royale de glace. Donc c'est ce qui va se passer. Et donc on a ici, ce sont des photographies que j'ai pu faire lors d'une visite de l'église de maintenant la glacerie, d'accord? Et ces vitraux retracent l'histoire de la manufacture royale. C'est une œuvre contemporaine d'un maître verrier qui s'appelle Michel Petit, donc 2006, vous voyez que c'est quand même assez récent. Et donc en fait, au fil de la promenade dans cet édifice, eh bien, on comprend un petit peu comment tout cela s'est fait. Donc une première verrerie, on connaît forcément l'existence de plusieurs verreries situées en forêt de brie dès le XVIe siècle, qui sont elles aussi mentionnées par Gilles de Gouberville sous le nom de verrerie de Cherbourg. Donc la verrerie de Cherbourg, elle est située dans un hameau. Et d'abord, nous avons donc Nicolas de Bellevue, puis ensuite Antoine de Cacré. Donc en fait, c'est le premier vitrail. D'accord? Donc eux, ils exploitent des petites structures. Ce sont des petites verreries avec... alors on y fabrique des verres à boire, des fioles, des bouteilles, rien de bien... c'est juste pour aider au ménage, quoi. Après, on a donc une verrerie de Grand Camp, donc c'est monsieur Cacré qui décède, et donc son successeur va être Richard Lucas Denéou. Donc il va faire construire une deuxième verrerie dont il ne subsiste plus rien, mais on sait où elle était implantée. Donc j'ai eu l'occasion de montrer ce lieu lors de la visite dans le village de la verrerie à la glacerie. Et ce qui est très important, c'est que ce monsieur, ce Richard Lucas de Denéou, c'est lui qui va en fait inventer le verre blanc. Parce qu'auparavant, on avait un verre qui était justement plutôt verdâtre, pas très raffiné. Et donc ce monsieur, Richard Lucas Denéou, eh bien lui, il va inventer le verre blanc. Donc, on va y implanter une verrerie beaucoup plus importante et on va y fabriquer du verre à vitre et glace donc pour les miroirs à l'imitation des artisans de Venise. Et donc ensuite, on a la création de cette manufacture royale à la glacerie, donc qui relève, comme je vous l'ai dit, de concours de circonstances et d'une situation remarquablement avantageuse. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, son lieu géographique, le fait qu'elle soit proche de la mer et toutes les choses que nous avons déjà mentionnées auparavant. Donc, le troisième vitrail nous parle effectivement de Colbert qui, pour une fois, sourit. Je le trouve tout à fait charmant sur ce vitrail parce qu'il a un petit air tout à fait agréable. Donc il est content, il fait sa manufacture royale à la glacerie, donc tout va bien. Et ce Richard Lucas Denéou va en être le premier directeur. Alors, les Lucas Denéou, il y a plusieurs branches. Donc on a Richard Lucas Denéou qui, donc lui, est du côté
de la glacerie Tour-la-Ville brille de ce côté-là. Et puis on va avoir un neveu qui lui va être du côté de l'Être, dans un petit village qui n'existe plus, qui s'appelle Au-Moitié. Et donc son manoir, enfin le manoir dans lequel il est né, est encore visible. C'est le manoir de la Hougue, que j'ai pu visiter aussi il y a quelque temps. Donc on va construire donc cette grande manufacture avec au XVIIe et XVIIIe siècle, par exemple, 31 bâtiments industriels, des maisons pour les officiers, des dizaines de maisons pour les ouvriers, 129 jardins, 13 cours. Donc vous imaginez, ça devait être assez impressionnant, hein, cette grande manufacture royale. Et puis ça va continuer à s'agrandir. Richard Lucas de Néou décède en 1675 et c'est son neveu Guillaume Lucas qui va reprendre la manufacture jusqu'à sa mort en 1721. Alors là, c'est l'âge d'or, on va dire, de la manufacture royale sous le règne de Louis XIV. Malheureusement, ça ne va pas durer et il va y avoir un déclin. Et ce déclin tient en 3 points. D'abord, il y a la question du combustible. La forêt de Brie se réduit comme une peau de chagrin. On va penser à un autre combustible, le charbon. Mais ce charbon va provenir de la mine de Litry, mais aussi d'Angleterre. Et là, pour le coup, cela va coûter assez cher. Il y a aussi la difficulté à se procurer de la cendre de varech, d'où l'on extrait ce fameux carbonate de soude. Des procès qui vont s'amonceler entre les riverains et la manufacture, et on va prendre des décisions, on va se fournir ailleurs, en Espagne, mais là aussi avec des coûts beaucoup plus importants de production et de transport. Le dernier point de rupture, en fait, ce sont les recherches incessantes de Louis Lucas de Néou que nous voyons ici au niveau de ce vitrail. Ces recherches vont coûter très cher, car la finalité de ces recherches, c'est le coulage sur table de cuivre. Ce procédé va permettre de fabriquer des glaces d'une dimension beaucoup plus importante que celle qui était précédemment. En 1690, le procédé est mis au point et l'année suivante, donc ce fameux Louis Lucas de Néou va proposer au roi 4 grandes glaces qu'il vient de réaliser. Cette découverte lui vaut de devenir le premier directeur de Saint-Gobain, donc là forcément ça parle, que Thévard va fonder en 1692. Ce fameux Louis va rester à la tête de l'établissement jusqu'à sa mort en 1728. En ce qui concerne Tour-la-Ville, la difficulté à adopter la technologie de fabrication du coulage à Tour-la-Ville pèse pour beaucoup dans le déclin de celle-ci. Il va y avoir aussi des événements historiques qui vont pousser aussi à ce déclin. C'est la descente des Anglais en 1758, et on sait effectivement les dégâts que cela a occasionné avec des demandes de rançon, enfin bon. Et puis, il va y avoir la Révolution qui va vraiment marquer le coup de grâce et on va transformer à ce moment-là la manufacture en salpêtrière. Donc, ça va être la fin de cette manufacture. On a ici sur le dernier vitrail le dernier directeur donc de Tour-la-Ville. Et puis, ça va être vendu en lot. Donc, il va y avoir toute cette fin tragique autour de la manufacture de la glacerie, dont il ne reste plus rien.
puisqu'un petit musée avait été composé avec les restes de cette manufacture, et ce musée a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il nous reste quelques éléments qui sont situés à nouveau dans un petit musée qui est encore d'actualité aujourd'hui à la glacerie, mais vraiment de tout petits, enfin des éléments peu nombreux sur cette grande période de la manufacture de la glacerie. À savoir que donc ces glaces, effectivement, font partie de cette grande galerie que l'on connaît donc à Versailles. Maintenant, nous allons venir au travail autour des fours à varech. Donc ça, c'est quelque chose d'assez... c'est une grande tradition. Donc là, vous avez deux cartes postales qui vous montrent la différence entre le vrai scié et le vrai vénum. Donc, ce vrai vénum qui servait justement à la composition de la soude, eh bien lui, il est donc tout le temps immergé, d'accord? Et donc on va, avec l'aide de ces grands outils que l'on appelle des AV, H-A-V-E-T, on va y revenir après, eh bien, on amène donc ces algues sur le rivage pour les récolter. D'accord? Et c'est toute la différence avec le vrai scié, où là vous avez une autre carte postale, où l'on voit les femmes et les hommes, les femmes travaillaient beaucoup à la mer, il faut ça aussi le dire, avec leurs jupes longues dans l'eau et les sabots, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, de grand courage, et tout le monde travaillait, les enfants. Quand on parle du vrai vénum, celui qui manipulait ce AV était souvent l'aîné de la famille. Il faut être bien bâti, il faut être courageux. Donc du coup, c'était plutôt cette personne qui s'occupait de faire ce travail. Quant au vrai scié, en fait, toute la famille participait. On allait sur le rocher et on sciait effectivement donc ce varech. En ce qui concerne donc ce grand varech, ce vrai vénum, donc le varech, il est mis à sécher sur des galets donc qui composent des murs de pierre. Alors donc on a effectivement ici des vues de la Hague, donc avec ce GR 223 qui est absolument magnifique, et je vous ai mis donc deux photographies qui concernent des petits logis dans lesquels venaient se replier les personnes qui travaillaient à la mer pour y déjeuner. D'accord ? Donc là, ce sont des petits endroits que l'on appelait des berqueries, qui aujourd'hui donc transformés en charmantes petites maisons. Et donc voilà, on avait ces lieux qui servaient justement pour le repas du midi. Donc on va mettre les algues sur des murs en pierre sèche, comme on en voit justement donc dans la Hague. Et on va les laisser disposer comme ça pendant plusieurs jours. On va les laisser comme ça disposer pendant plusieurs jours pour qu'ils sèchent. Donc on va les mettre en tas et ensuite on va les mettre... Ces tas donc sont disposés sur la plage, donc on dit qu'ils sont en cabots, et ensuite on va confectionner des grandes meules qui sont appelées des veuillottes, et ces meules sont arrondies pour que l'eau de la pluie glisse en fait sur la meule sans pénétrer à l'intérieur pour gâter la plante. Ces veuillottes donc sont formées près des fours. Les fours sont confectionnés à même le sable. Ce sont des constructions en galets de granit assez peu profondes, ces constructions. Et sachez que quand on sait qu'il y a 70 km entre la pointe de la Hague et la pointe de Serre, eh bien sachez que dans dans le Val de Serre, les fours à varech sont rectangulaires et dans la Hague, ils étaient circulaires. Donc vous voyez, on a vraiment des différences à peu de kilomètres d'intervalle. Donc
On allume le four au lever du jour, la combustion dure toute la journée, mais on sait que ce brûlage n'était pas sans conséquence parce qu'on a des rapports qui sont consultables encore aujourd'hui et qui sont consécutifs à des plaintes à cause de l'épaisse fumée qui se dégageait lors de la combustion, ainsi qu'une odeur pestilentielle qui se dégageait aussi. Donc on a justement un sémaphoriste qui est gêné dans son travail de guetteur de la flotte et qui va déposer plainte et qui demande carrément l'arrêt de cette pratique qui crée un épais brouillard, nocive aussi pour la fleur de sarrasin et qui gâte le foin. Donc vous imaginez la réaction des soudiers, comme on les appelait, qui tiraient de cette activité une véritable économie. Donc c'était très très important pour eux de continuer cette activité. Donc là nous avons donc cette petite maison que l'on appelle berquerie. À savoir que dans un dictionnaire normand-français, berquis, c'est le berger. Donc là, on a 2 cartes postales aussi qui nous montrent justement toujours cette coupe du varech, mais là, cette fois-ci, donc bien sur le rocher. C'est une grande entreprise avec un grand équipage. Donc, on emmenait ce varech sur des charrettes qui elles-mêmes étaient traînées par des chevaux. Et donc, on avait ce varech. Là, ça concernait véritablement ce varech scié, ce vrai scié, qui permettait d'amender les terres. Et juste en haut, vous avez donc cette petite faucille à nouveau, qui était l'outil dont on se servait pour pouvoir couper ce varech. Vous avez bien remarqué auparavant, les grands râteaux, c'était vraiment c'était une fourche qui était donc posée sur un outil comme ça, donc un manche très 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 long, qui permettait d'aller au plus loin dans la mer pour pouvoir attraper ces algues et les ramener sur le rivage, ce fameux varech épave. Donc là, comme je vous l'ai dit, des cartes postales qui montrent... Alors les cartes postales, c'est vraiment en ça que c'est très intéressant parce que ce sont des prises de scènes de vie et qui nous donnent beaucoup d'informations. Donc là, on a aussi encore 2 cartes postales, enfin une carte postale et une photographie. Donc une carte postale qui concerne les pieux. Donc je ne sais pas si vous avez un petit peu détaillé sur les cartes postales. J'ai pris des endroits un petit peu partout. Donc ici, on est à Cioto, donc à côté des pieux, mais on a vu Barfleur, on a vu Granville, on a vu Agon-Coutainville. Donc voilà, c'est quelque chose qui se faisait de la même façon, un petit peu partout sur toute la côte. Et juste à côté, vous avez une photographie donc, qui fait partie des collections iconographiques des archives de la Manche, où vous avez la remontée du varech. Alors vous voyez les chevaux quand même travaillaient beaucoup, et on voit aussi qu'il y avait toujours des personnes pour regarder justement cette activité qui était toujours très très intéressante. Donc là, c'est une vue un petit peu plus moderne, on va dire, puisqu'il s'agit d'une photographie. Alors celle-là, je l'ai prise parce qu'elle est vraiment très belle et qu'elle fait partie d'une collection donc, de Marcel Corbet. Cette collection, elle est intitulée « Personnages ». Et c'est vrai que quand on voit ce monsieur, on voit que c'est un personnage. Donc il est à côté de justement cette veuillotte, comme je vous l'ai indiqué, ces tas que l'on confectionnait pour pouvoir ensuite alimenter aussi le four à varech, ou alors le transporter pour pouvoir faire de l'engrais. Et donc là, nous sommes à Saint-Pierre-Église, avec ce personnage qui tient cette veuillotte de la main et qui dit qu'effectivement, cela sert à amender la terre.
Là, je vous ai mis un petit texte de Jean-François Millet qui va s'intéresser beaucoup à cette activité et qui va le consigner dans un article qui ne paraîtra jamais. Dans un article, parce qu'il écrivait... c'est un des seuls écrits non épistolaires de Jean-François Millet, qui devait donc être consigné et faire partie d'une publication d'un journal qui s'appelait L'Autographe au XIXe siècle. Et en fait, cet article ne va jamais paraître. Et Jean-François Millet, qui peint beaucoup de scènes de genre, eh bien, va aussi s'attarder à regarder ce travail, cette activité des gens qui travaillent à la mer et qui vont donc chercher ce grand varech pour pouvoir soit faire de la soude pour le vrai Vénum, soit pour amender les terres en ce qui concerne le vrai scié. Et juste au-dessus, vous avez un morceau de ce texte, de l'écriture de Jean-François Millet lui-même. Et donc, il raconte, il vient de la côte des varechs en grande quantité quand le vent a soufflé un peu violemment au nord. Je vous assure qu'on ne manque pas l'heure de la marée où ce varech donne, mais c'est un rude et dangereux travail que de l'arracher à la mer qui est très grosse, le plus souvent, qui ne l'amène que dans des criques d'un abord difficile. Donc il explique que tout le monde y va, tout le monde pratique cette activité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette vue que vous avez juste en dessous, c'est une eau forte qui a donc été réalisée par Jean-François Millet, qui était aquaforiste aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce petit personnage à côté donc d'une charrette, d'un cheval, pardon, qui porte sur un bât donc ce varech. Et donc, Jean-François Millet utilise le mot s'affalaiser. Donc, il parle justement de la dangerosité de ce travail, notamment dans la mer, mais aussi ce chemin qu'empruntaient ces travailleurs pour pouvoir remonter le varech des criques, donc avec un cheval qui était très chargé, donc de part et d'autre sur le bas, et puis ce petit chemin, cette petite charnière, donc, où on ne pouvait mettre qu'un pas l'un devant l'autre, et qu'à tout moment, on pouvait donc s'affalaiser, donc tomber de la falaise. Je trouvais ça assez charmant, donc du coup, je voulais noter ici. Sachez que cet article, eh bien, il a été rédigé pour une revue, donc l'Autographe, comme je vous l'ai dit, et c'est un Américain du nom de Henry Nagely qui en propose une traduction anglaise dans un de ses écrits sur le maître. Et une partie de ce texte est retrouvée par Lucien Le Poitevin, éminent spécialiste de l'œuvre de Jean-François Millet. Et ce monsieur Le Poitevin, il naît à Réville en 1932 et meurt à Cherbourg en 2010. Et donc voilà, ce petit article qui s'en va très très loin de chez nous, va revenir de façon assez incroyable et improbable entre les mains donc de ce monsieur Lucien Le Poitevin, et il nous en fait donc une lecture, enfin il nous en fait une proposition justement dans cet écrit. Donc ce dessin, il est rehaussé, donc ce dessin Jean-François Millet 1854. Et donc on a cette eau forte qui concerne justement ce travail des personnes qui étaient là pour récolter ce varech. Alors, quand on a récolté le varech et qu'on l'a mis à sécher sur les pierres, donc ces murs de pierre de la Hague, ces murs en pierre sèche, on l'a laissé sécher pendant 4 ou 5 jours, on le retourne pour qu'il sèche bien des deux côtés. Et bien à ce moment-là, on va, en ce qui concerne la production de soude, on va donc le faire brûler. On sait que ça provoque donc des dégagements de fumée, des dégagements d'odeur.
Et puis, on va avoir donc ce travail après l'extinction du four. On a une pâte qui est donc issue de cette combustion du varech et qui est travaillée avec une grande spatule en bois appelée pifoun. Cette pâte, on va dire qu'elle est pifounassée. Et après un temps de repos et de refroidissement, on a ce pain de soude qui va être constitué. Et lorsqu'il est froid, ce pain de soude va être émietté pour en faire de la poudre et il va être stocké dans des magasins à soude prévus à cet effet. Lorsque vous allez au village de la verrerie à la glacerie, vous avez encore l'emplacement d'un magasin à soude. D'accord ? On dit soute aussi quelquefois. Alors, voici des photographies assez intéressantes. Donc, vous avez en premier donc, ce que l'on appelle la veuillotte. Hein, cette meule, en fait, que l'on fait de forme arrondie pour que quand la pluie tombe, elle glisse sur les parois et ne s'infiltre pas. Les superbes murs en pierre sèche de la Hague, c'est toujours une photographie donc, que j'avais faite lorsque j'étais partie me promener du côté de Dielette sur le GR 223, entre Dielette et Siouville. Nous avons ici donc un personnage, donc ces photographies font partie d'une collection familiale donc, de Colette l'Advenue. On voit donc une personne de sa famille qui alimente le feu, qui alimente ce four à varech pour pouvoir en tirer donc la soude. Et le pifoun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette grande spatule que vous voyez donc que tient ce monsieur au béret. Et donc avec ce pifoun, on va donc pifounasser pour pouvoir obtenir justement ce petit pain de soude qui, une fois refroidi, sera donc martelé pour en faire une poudre. Et donc cette activité, on dit qu'elle va perdurer jusqu'à la Première Guerre mondiale. D'accord ? Donc en ce qui concerne la soude, c'est jusqu'à la Première Guerre mondiale. Par contre, en ce qui concerne le vressier, c'est jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais encore au-delà, puisque je vous l'ai dit en présentation, on a des personnes qui, dans les années 60-70, vont encore aller chercher du varech pour pouvoir amender les terres. Alors la dernière partie, donc assez rapide de cette présentation, concerne justement cette guerre du varech. Et cette chose qui s'est passée donc, entre plusieurs communes donc, du canton des Pieux, donc entre Flamanville, Siouville et Tréauville. Donc, le varech, il est donc un droit, comme dans le grand coutumier, lorsqu'il est considéré donc comme une épave. Le varech, il est nourricier quand il profite à la terre. Le varech, il est combustible quand il sert à chauffer les maisons et aide à la préparation des repas. Le varech est industrieux quand il sert à la production de soude, mais le varech va être aussi sujet de disputes et de guerres. Et c'est aussi pour cela qu'on l'appelle l'or vert de nos côtes. La Hague, et plus exactement la commune de Siouville, donc la commune de Siouville va connaître une guerre du varech qui va conduire à un formidable retournement de situation religieuse. C'est ce que l'on va appeler le schisme protestant de Siouville en 1837. Alors, sur fond de décisions prises à la Révolution par l'Assemblée, eh bien, on a des tensions qui vont naître entre ces communes de Siouville, qui est aujourd'hui Siouville-Hague, Tréauville et Flamanville. Pourquoi ? Parce que les limites des communes vont être modifiées sur le nouveau plan cadastral. Donc on va avoir des rencontres musclées sur les plages, hein, mais je dis musclés, mais il y a eu quand même des gens qui ont été quand même gravement blessés, hein, parce qu'ils partaient avec leurs faucilles quand même. Hein, donc c'était quand même pas très tendre tout ça.
Donc, une rencontre musclée a lieu entre Flamanvillers et Siouvillers à coups de Faucilloun, et on dénombre alors des blessés. Cet affrontement va se dérouler lors de la coupe de Varec de Rocher, chacun défendant donc ses rochers, d'accord. Un personnage soutient Flamanville en la personne du comte de Sémaison, de la grande famille des de Bazan, donc les seigneurs de Flamanville. Et donc, cette personne, en fait, à laquelle appartient pratiquement la totalité des terres dans de nombreuses communes. Donc, ce Varec, il en a besoin pour engraisser ces innombrables parcelles de son domaine. La commune de Tréauville est elle aussi concernée par ces épisodes violents que l'on ne tarde pas à appeler la guerre du Varec. Donc, il va y avoir des affrontements incessants. Il va y avoir des procès, il va y avoir des enquêtes, il va y avoir tout un tas de choses, mais il n'y aura aucune solution trouvée, malgré tout ce que l'on va pouvoir faire, les amendes, tout un tas de choses. En fait, aucune solution n'est trouvée. Et il y a donc un fait qui rend cette situation irrémédiable et qui ne trouvera aucune solution, c'est le fait que le prêtre de la commune de Siouville va demander à la commune donc une aide financière pour payer son vicaire, alors qu'on sait qu'il a de quoi le faire, d'accord, qu'il est assez argenté pour payer donc son vicaire, mais il va demander à la commune une aide financière. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce même prêtre s'est rangé sous la protection du comte de Sémaison de Flamanville, alors qu'il est prêtre de Siouville. Et, en plus, il est natif de la commune de Flamanville, donc ce qui n'arrange rien. C'en est trop. Donc toutes ces choses, cette accumulation de disputes, de procès, de nervosité, vont faire, toute cette accumulation va faire que la population va se focaliser en fait sur cette demande du prêtre qui n'est même pas natif de la commune de Siouville. Donc il va germer une idée dans la tête des habitants de Siouville qui va retentir comme une conclusion à cette humiliation et à cette haine. La population entière va se convertir en masse au protestantisme et va même faire construire son propre temple que je vous ai mis en photo ici, puisque j'avais eu l'occasion de faire une visite sur Siouville-Hague et que nous étions allés donc jusqu'au temple. Donc le temple, si vous allez à Siouville-Hague, vous le voyez sur la hauteur. Aujourd'hui, ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, ce temple, qui est, on va dire, le temple de la discorde, est aujourd'hui une salle de convivialité. Donc, vous voyez comme quoi rien n'est perdu, tout est toujours possible. Donc, cette vengeance de 1837 est encore visible à Siouville. Ce temple est aujourd'hui donc une salle de convivialité et je vous ai mis juste à côté quelque chose qui est aussi encore visible, c'est ce que l'on appelle des potis de bornage. Ça veut dire que les trois communes, pour essayer d'avoir un petit peu de paix et de réglementer en ce qui concerne la coupe sur les rochers, avaient mis ces potilles pour borner en fait leurs rochers. Donc du coup, au-delà de cette potille, eh bien, on ne pouvait pas aller couper le varech sur les rochers. Il fallait rester dans son précaré, comme disait M. de Vauban. Donc du coup, on restait dans son petit endroit et on coupait le varech sur ses propres rochers. Mais en tous les cas, cette histoire du schisme protestant de Siouville, vous pouvez la lire dans son entier dans un livre qu'a écrit M. André Hamel,
qui a beaucoup écrit sur le canton des Pieux. Il était proviseur du collège dans les années 80, je crois, sur les Pieux. Et donc, voilà, il nous raconte toute cette histoire par le menu, hein, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. On a vraiment toutes les phases, en fait, de cette grande histoire, de ce schisme protestant très tardif, hein, donc de 1837 à Siouville-Hague, et qui n'a pratiquement rien à voir avec la religion. C'est juste pour embêter le prêtre qui ne s'était pas comporté correctement aux yeux des Siouvillais et qui, en plus, se mettait sous la protection des seigneurs de Flamanville, même si la Révolution était passée. Et du coup, on avait donc ces problèmes par rapport à cet or vert, hein. Donc c'est pour dire aussi ce côté très, très important du varech, qu'il ait été considéré comme épave, qu'il ait été considéré comme nourricier, qu'il ait été considéré comme fertilisant ou producteur de soude. En fait, ce varech, eh bien, il a toujours été très très important pour la population locale. Et je vous mets en conclusion cette superbe photographie. Je l'ai trouvée très très belle parce que là, on a des gens, deux agriculteurs qui sont en train de venir chercher donc le varech sur la plage. Et là, on est dans un travail qui a été réalisé entre 1961 et 1970. Hein, c'est une photographie. Je trouve que cet homme, il est superbe. Il a enfin, je sais pas. On est vraiment dans quelque chose de très intéressant et d'attendrissant par rapport à ce travail dur d'aller chercher le varech par tous les temps au bord de la mer et pour pouvoir amender donc les terres. Alors je ne sais pas si certaines personnes le font encore, mais de toute façon ce serait certainement en moins grande quantité. Pour autant, hein, vous voyez que depuis des temps très reculés, hein, puisqu'on parle du XIIIe siècle jusque dans des temps beaucoup plus présents, eh bien le varech, c'est bien l'or vert de nos côtes, et est toujours très très important pour la population locale. Voilà. Un grand merci Sylvaine pour cette présentation très, très riche, passionnante. Et on voit que le terme de varech, finalement, c'est un terme polysémique, hein, avec plusieurs sens. Et en vous écoutant, c'était au fond de dire on part de l'or des naufrages à l'or vert. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez présenté, c'est à partir donc de ces grands coutumiers qui démarrent en 1204, voir que malgré les législations royales, on va avoir finalement une survivance jusqu'à la Révolution et que complètement, ça va se maintenir. Donc le glissement effectivement sémantique qui va se faire à un moment vers la plante, donc les deux types que vous nous avez présentés, hein, ce vressier. Ou le vressier, oui. Le vressier avec la petite faucille et qui là va principalement servir pour amender les terres. C'est ça, oui. Et puis ce vrai vénum, voilà. Qui, quelque part, on retrouve un lien avec les épaves puisqu'il est rejeté, voilà. ou du moins produit par la mer, parce que quand il faut aller le chercher avec CAV, et on voit que c'était quand même, que ce soit le scier ou que ce soit ce vénum, c'est quand même extrêmement physique. Ah, complètement. Comme travail. Très intéressant aussi, c'est la façon dont pour ce vrai vénum, on le fait sécher. Oui. On le met en veuillotte. Et puis, moi, je retiendrai ce terme qui est absolument charmant, c'est la pifoune. Ah oui, ça c'est excellent. Pifounacée. Oui, c'est excellent ça. Pour déboucher sur ces pains de soude, et puis ensuite on va les transformer en poudre. Et ça va quand même durer, comme vous l'indiquiez, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc c'est quand même une tradition qui va perdurer. Oui. Quant au varech, que je qualifierais de purement agricole, c'est jusqu'aux années finalement 60-70 dans certains cas. On a cette photographie qui nous montre bien qu'on continue quand même à le faire de façon plus ponctuelle quand même.
Et puis pour terminer votre présentation, c'est ce côté Dallas aussi qu'on va trouver avec cette guerre du Varech, et puis entre ces trois villages, Flamanville, Siouville, Tréauville, les conflits. Alors il y a des problèmes d'enclave et tout, mais si vraiment vous voulez avoir l'histoire complète, il faut vraiment lire André Hamel, ce schisme protestant, parce que ça fait l'objet d'un livre, hein, donc il détaille vraiment depuis le départ, et aussi ces problèmes entre les villages, hein, donc il y a toujours eu des petites guerres, mais le fait aussi que les demoiselles de Siouville ne pouvaient absolument pas fréquenter un Flamanvillais, parce que là c'était une véritable catastrophe, donc du coup... Et puis se prête quelque part en sous-marin, là, qui est à Siouville, et qui va donc entraîner ce schisme. Absolument, c'est assez incroyable. Oui. Donc encore une fois, merci. Oui, je voudrais simplement apporter un petit renseignement par rapport à ces grands râteaux que l'on appelle des havets. Donc, sachez qu'en fait, dans le Littré de 1880, on lit havet, H-A-V-E-T, c'est un terme de marine vieilli, hein, qui constitue donc une grande fourchette utilisée par le cuisinier du vaisseau pour retirer la viande de la chaudière. Voilà. Au XIVe siècle, le havet est l'encre de marine, ainsi qu'au XVe siècle, et on voit on peut lire cette phrase, de grands crocs et havets de fer tenant à chaîne, donc l'encre en fait était appelée comme ça. Ça nous explique un petit peu comment on a glissé vers cet outil donc en fourche, à deux dents en général, hein. Trois, c'était pas souvent, c'était surtout deux dents, et donc voilà, ça vient de cette fourchette et aussi de cette encre. On a donc l'idée d'une fourche. Oui, cette notion de croc avec les deux dents qui est bien présente. Voilà, c'est ça. J'avais oublié de vous le spécifier tout à l'heure, parce qu'il y a tout un tas de termes qui sont spécifiques en fait à cette activité. Hein. Donc la veuillotte, je ne pense pas qu'on trouve ce terme dans le dictionnaire, le avessi, mais bon, de façon vieillie. Alors par contre, le fossiloun, la pifounacée et tout ce que vous voulez, là, c'est pas la peine, on ne trouve pas, quoi. Mais c'est ce qui fait aussi la spécificité et la tradition très ancrée par rapport à cette activité. Et on revient à notre patois et cette pâte noroise et scandinave. Oui, et puis ça nous rappelle que la géographie, c'est-à-dire pour nous cette présence dans la mer, hein, vous rappeliez les 450 km. Absolument. Les 450 km de côte, comment la géographie induit. Mais complètement, l'activité des hommes. Complètement. Donc la géographie induit, mais aussi cette géographie a fait venir aussi par ce côté, on va dire, accueillant, des colons qui nous ont apporté ce que l'on sait, et du coup, tout ça, ça fait un savant mélange. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Puis ce qui était intéressant aussi, quand vous avez rappelé cette manufacture royale, qui vient s'implanter, c'est qu'on voit que c'est à la fois un projet, on va dire, stratégique, qui est réfléchi par Colbert, pour s'affranchir finalement de ces Vénitiens. De ces Vénitiens dont il ne pouvait plus supporter la présence. Et en fait, ça me faisait penser, pour l'époque, si on prenait un langage un peu contemporain, c'est une sorte de délocalisation. Absolument. Et comme on le retrouve aujourd'hui, avec des effets d'opportunité qu'il va saisir, le lieu s'y prête, la main-d'œuvre n'est pas trop chère, il y a la ressource, et finalement on retrouve en décalé des critères qui sont actuels. Qui sont tout à fait actuels sur un plan économique. Oui. Et puis le fait aussi de partir un petit peu loin, on va dire, de la capitale, en fait, ça lui permettait aussi de ne plus être sous le joug des espions, parce qu'il y avait énormément de choses qui se passaient autour du Ver et de ces fameux Vénitiens. Donc du coup, voilà, il était caché un petit peu dans le lointain, la forêt de Brie faisant écran, voilà. Donc du coup, tout ça pouvait se passer. Et puis on a quand même Richard
premier de directeur, Néou, oui. qui fait quand même ce verre blanc, et son neveu, Oui. Louis, qui va donc produire ces glaces de grande dimension. Donc c'est quand même quelque chose de très très important. Eh bien, encore merci. J'étais ravie. Ben, c'est réciproque. Merci beaucoup.